Alors, c'est difficile, et ça, nos téléspectateurs le savent, d'y voir clair dans cette contre-offensive. Est-ce qu'elle patine? Est-ce qu'elle avance? La dernière information, c'est Oleksiy Reznikov qui l'annonce, et il donne même une date à la fin de la guerre. Oui, le ministre de la Défense de l'Ukraine qui répondait à cette question d'un journaliste de la chaîne américaine CNN. La guerre sera-t-elle gagnée d'ici l'été prochain? Réponse claire, la guerre sera terminée avant la fin de l'été prochain. Et pourtant, il y a moins d'une semaine, le chef d'état-major des armées des États-Unis, Mark Milley, expliquait quant à lui que la guerre était loin d'être terminée. On l'écoute. I think there's a lot of fighting left to go, and I'll stay with what we said before. This is going to be long, it's going to be hard, it's going to be bloody, and at the end of the day, we'll see where the Ukrainians end up vis-à-vis the Russians. Voilà, alors évidemment, ce sont des choses complètement différentes. Voyons l'analyse des faits. Que nous disent ces faits sur les différents fronts? Alors tout d'abord, le très sérieux Institut pour l'étude de la guerre explique dans son dernier bilan que les forces ukrainiennes ont poursuivi leurs opérations de contre-offensive sur au moins 3 secteurs de la ligne de front et ont avancé le 23 juillet. Mais côté carte, selon les données récoltées par un cartographe que nous citons régulièrement dans cette émission Poulet Volant, c'est le contraire et Kiev perd du terrain. Selon son analyse, l'Ukraine perd surtout sur les fronts nord-est, du côté des villes de Svatove ou Lysychansk, avec plus de 26 km² perdus. Dans le même temps, 4 km² ont été gagnés du côté de Bakhmout, mais d'autres pertes ukrainiennes ont aussi été relevées, notamment du côté du sud-est de Zaporijjia, avec plus de 4 km² de terrain perdu. Le Wall Street Journal a la même analyse, il abonde, l'Ukraine est à la peine dans cet article. Il explique que le manque d'entraînement et d'armement risque de faire patiner la contre-offensive, ou en tout cas de l'emmener dans une impasse. L'Ukraine manque donc d'armes. Pourtant, les États-Unis viennent de fournir, contre toute attente, des armes à sous-munitions au régime de Kiev. Les Américains qui savaient, cela dit, qu'avant la contre-offensive, et c'est une information du Wall Street Journal, eh bien, ils savaient que les responsables militaires occidentaux, ils savaient que Kiev ne disposait pas de toute la formation ou des armes dont il avait besoin pour déloger les forces russes. D'après le Wall Street Journal toujours, les Américains espéraient que le courage et l'ingéniosité des Ukrainiens l'emporteraient. Merci beaucoup, Christophe. Rapide tour de table, parce qu'on le voit bien, les annonces sont extrêmement contradictoires. Entre une victoire à l'été prochain et une guerre longue et difficile pour le chef d'état-major, avec votre œil de spécialiste, que peut-on dire aujourd'hui? On est au cœur de l'été 2023. Que peut-on dire sur l'état de cette contre-offensive? Alors, c'est que l'été n'est pas terminé. Je rappelle qu'il y a jusqu'au mois d'octobre à peu près pour que l'offensive ukrainienne marque ses effets. Je trouve que les commentaires du Wall Street Journal, la dernière phrase est terrible. Compter sur le courage et l'ingéniosité pour gagner, c'est assez pitoyable d'en arriver là. En revanche, si vous voulez que les Américains disent qu'il fallait plus d'armes, plus d'entraînement, les Américains, il en faut toujours plus. Si vous voulez, ils se déplacent pas s'ils mettent pas 400 000 hommes sur le terrain avec un matériel extraordinaire. Ils savent faire que ça. Les Ukrainiens, malheureusement, n'ont pas cette chance et font avec ce qu'ils ont. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur les 3 axes, c'est vrai qu'on est complètement dans le brouillard de la guerre. Ça progresse à Bakhmout, un petit peu à Zaporijjia, Donetsk, je sais pas trop. Et surtout, ce qu'on attend, c'est la fameuse offensive russe qui est au nord. On la voit, celle qui progresse le plus au nord. Et là, il y a, à mon avis, un jeu, enfin c'est un jeu, c'est terrible en parlant de la guerre de parler de jeu, mais entre les Ukrainiens et les Russes. Les Russes attaquent au nord. Pourquoi? Pour que les Ukrainiens engagent leurs réserves. Les réserves ukrainiennes, rappelons-le, n'ont pas été engagées pour l'instant. Donc ça veut dire et que elles sont très nombreuses. Voilà, elles sont nombreuses. Donc ça veut dire que si les Ukrainiens tombent dans le piège ou ne peuvent pas faire autrement, parce que l'offensive russe va trop vite, ils engagent leurs réserves là, ça veut dire que d'une certaine façon, la contre-offensive ukrainienne a échoué. Parce que ils sont obligés de maintenir une ligne. Si, au contraire, ça avance plus vite qu'on ne pense dans la région de Bakhmout, par exemple, et que la réserve ukrainienne est engagée là, ça peut provoquer la percée et déséquilibrer au passage l'offensive russe qui est au nord et qui se verrait
contourner. Donc, on en est là aujourd'hui. On ne peut faire que ces commentaires parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations, en fait. Et on le voit bien. Vous avez deux analyses différentes sur des portions millimétriques sur le terrain. Donc, c'est très difficile à voir. Mais ça nous aide à Je comprendre. dis simplement que ce que dit le chef d'état-major américain ne contredit pas ce que dit Reznikov. oui, parce que, eh ben oui, ça va être dur, difficile, sanglant, on le sait, mais la première phase, ça, on verra au mois d'octobre où on en sera arrivé. Et aujourd'hui, je suis bien malin qui peut dire où on en est. En tout cas, pas de raison de désespérer si on vous entend bien. Vincent Hugeux. Alors, selon Kiev, depuis juin, donc déclenchement de la contre-offensive, en tout cas de ses prémices, à peu près 230 km² au total auraient été reconquis, une trentaine dans le secteur de Barmout et précisément 192 dans la zone sud. Mais je voudrais attirer votre attention sur le caractère un peu spécieux de cette querelle de chiffres. Entre reconquérir 2 km² qui sont défendus avec les dents, par un adversaire, où l'on laisse des dizaines de soldats et des cadres, des chefs de section, d'unité, etc. Et reconquérir un terrain qui n'est pas défendu, parce que pour une raison tactique, l'adversaire, etc., il y a une différence abyssale. Et donc, vous ne pouvez pas additionner, comme on dit dans le bon sens populaire, des carottes et des navets. Donc, je veux dire, pour pouvoir affiner et juger de la pertinence de ces divergences, il faudrait savoir précisément quel terrain a été reconquis après une bataille farouche, quel terrain l'a été après le retrait tactique de l'adversaire. Mais sur le constat d'ensemble, et sur ce plateau, on l'a fait dès le début. On a toujours dit ici qu'il n'y aurait pas d'effondrement brutal de l'armée russe, que cette guerre serait longue, coûteuse en hommes et en matériel, et donc là, pour le moment, et avec la réserve émise par le général Trinquant, c'est-à-dire le fait que les Ukrainiens ont encore en réserve l'essentiel de leur potentiel, rien n'est vraiment surprenant. Marina Pervin-Souk. Merci Vincent, vraiment pour rappeler que cette mathématique est absurde. Absurde, en effet, parce que ça ne se passe pas comme ça. Et de toute façon, il y a des temps différents, des opérations différentes. Juste pour revenir, par exemple, vers des offensives que nous avons bien connues en Europe, le débarquement a été précédé par des mois d'autres opérations où il y avait zéro repris. Mais ça a fini par porter ses fruits par la suite. Ensuite, je pense que c'est encore Général Trinquant qui a dit qui a relevé en fait le facteur clé de tout ce qui se passe actuellement. Il y a la Russie qui traite l'offensive ukrainienne si sérieusement qu'elle a engagé toutes ses réserves pour créer une contre-offensive pour forcer l'Ukraine à engager ces réserves que l'Ukraine n'a pas encore engagées. Donc déjà cela, ça nous montre que que la Russie est déjà pleinement engagée, pas encore l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas encore été tellement sous pression que pour arriver là. Donc par rapport à cela, maintenant c'est la stratégie de qui gagnera et qui aura plus de succès. Alors, pourquoi ces réserves ne sont-elles pas engagées d'ailleurs? C'est une question naïve, mais parce qu'ils n'ont pas percé. Il faut d'abord qu'ils percent et ensuite il y aura un effet de masse. Oui, parce que l'Ukraine, elle garde les réserves pour la phase de l'offensive, là réellement où on va rentrer. Par ailleurs, pour revenir vers ces mathématiques de kilomètres carrés libérés, il faut comprendre que ces kilomètres carrés sont des kilomètres carrés de lignes d'offensive. En gros, il y a la première ligne qui n'est pas tellement bien défendue, mais qui est très très difficile à franchir. Ensuite, il y a une deuxième qui est très bien gardée. Ensuite, il y a surtout aussi des réserves. Et là, les Russes, ils ont quand même encore ce loisir que de pouvoir amener les réserves là où ça devient très chaud. Les Ukrainiens, ils ne s'avancent pas trop sciemment. Pourquoi? Pour créer des poches là où ils ont fait des brèches dans les premières lignes, pour pouvoir créer des poches suffisamment grandes là où les réserves pourront s'engouffrer et créer une vraie pression de l'offensive un peu plus, on va dire, traditionnelle, celle que les experts militaires nous avons expliquée ici longuement depuis 2 semaines et des mois.
Alors, Guéric Poncet, pour conclure sur cette question de la contre-offensive. Finalement, le vrai chiffre qu'il faudrait avoir, c'est le taux d'attrition, c'est-à-dire les pertes, puisque finalement les kilomètres carrés, effectivement, une poignée de kilomètres carrés, ça ne veut rien dire, mais les pertes russes ou ukrainiennes seraient des chiffres extrêmement intéressants à avoir, mais évidemment, on n'en dispose pas. Chaque camp garde jalousement ces statistiques-là, puisqu'elles peuvent donner des informations à l'ennemi. Là, aujourd'hui, ce qui se passe, effectivement, c'est que les Ukrainiens testent les défenses, ils essayent, en suivant leur plan ou pas, de voir où ils peuvent passer, et évidemment l'engagement des réserves suivra derrière dans les endroits où ils pourront exploiter une percée, hein, c'est ce qu'on dit dans le vocabulaire militaire, c'est-à-dire de réussir à passer en ayant testé le temps de réaction des Russes, les tactiques des Russes, etc. Donc ça leur permettra d'exploiter vraiment un endroit où ils auront considéré que c'est le moment d'y aller. D'accord, donc on le voit, pardon de le résumer d'une façon un petit peu familière, le plus gros reste à venir. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que ce bréchage se fasse avant qu'il y ait, et là on l'imagine, en effet, des centaines de milliers de personnes supplémentaires qui soient engagées. En quelques mots, Général Trinquant. Il y a 60 000 hommes en réserve. Et effectivement, il faut que le bréchage réussisse et que les frappes, alors on en revient à notre sujet antécédent, qui était les frappes dans la profondeur. C'est-à-dire que quand vous détruisez les dépôts les dépôts russes, de munitions, de carburant, et ben naturellement la défense s'affaiblit.